vais difficilement pouvoir faire mieux parce que c'est une PDF. Donc, par contre, non, mais c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. Très bien, ce sera diffusé. C'est très bien. Il y a juste une dernière question. Est-ce que ça vous embête si on vous filme et qu'on met le replay à la disposition des préparants, notamment pour ceux qui étaient absents aujourd'hui? Non, c'est normal, ça fait partie d'exercice. Ok. Bon, c'est gentil à vous. En tout cas, si on dit Et donc là, la séquence, c'est des séquences interactives. Donc en fait, les préparants nous posent des questions soit via le chat, soit via micro. Okay. Et du coup, le but, c'est soit on fait des temps de questions-réponses au fil de l'eau, soit on fait des temps de questions-réponses à la fin. Et petite précision, il y a des candidats qui ne sont pas à la DGFiP. C'est des candidats du ministère, mais qui ne sont pas à la DGFiP. Okay. Donc, ces candidats-là sont plus particulièrement intéressés sur le contexte DGFiP, puisqu'ils ont, je dirais, un moindre accès à l'information, même si l'essentiel des informations pour passer le concours sont sur économie.gouv ou rejoindre les finances publiques ou sur Internet. Mais, voilà. Parce que donc, nous, il est possible que vous ayez des questions d'extérieur. Non, pas de sujet, mais par contre, ça aurait été bien qu'on nous le dise avant parce que là, nous, on a enlevé des parties, notamment sur l'organisation des ESI, parce qu'on a pensé que ça allait être redondant et on n'aurait pas dû supprimer la diapo. Après, il n'y a pas de difficulté. Juste si tu évoques à l'oral, ça suffit. Il n'y a pas de difficulté. Hein. De toute façon, là maintenant, ça va être un peu difficile de le rectifier. Mais... Non, c'est très bien l'état. Non, c'est très bien. Non, mais juste le préciser à l'oral, c'est très bien, ça suffit. Hein. Le niveau de connaissance attendu pour un externe ne sera pas non plus, on ne va pas lui demander de connaître sur le bout des doigts l'organisation de la DGFiP, sachant qu'il n'est pas à la DGFiP. Hein. C'est plutôt sur les connaissances de fond informatiques. Oui, mais après, sur le jury souverain, hein, donc une question, elle peut aussi arriver sur... Enfin, je sais pas. Oh. Oui, de toute façon, oui, le jury souverain, effectivement. Mais ils ont connaissance du contexte. Hein, donc. Ok, ben, je vous propose, on vous reprend vers 29h30 et puis on fera l'ouverture comme ça de la réunion. Ça marche. Okay. À tout de suite.
Bien, rebonjour à tous. Il est 14h30. Nous allons donc pouvoir reprendre ce stage pour les admissibles au concours IFI PSE et analyste. Nous avons eu une première intervention ce matin, une première séquence consacrée à la méthodologie, donc avec Christophe Sirvin, donc qui est intervenant du SSI. Et puis également, vous avez eu ce matin des témoignages de lauréats du concours 2024 de 2 collègues, donc un collègue IFI PSE et un collègue IFI analyste. Cet après-midi, pour compléter cette partie un peu plus conseil méthodologique, on va dire, nous avons la chance d'avoir avec nous 2 collègues du SSI, donc Claire Thierry et Madame Martinez, qui sont au sein du département de la stratégie numérique et qui vont nous faire une présentation pendant à peu près 1h30 sur les actualités du SSI et les enjeux actuels pour notre direction. Donc, je les remercie déjà d'avance d'avoir accepté de participer. Je rappelle également que cette intervention sera filmée et mise en replay à votre disposition dans un premier temps en podcast, puis ensuite en vidéo lorsque nous aurons le temps côté LFI de faire les différents montages. Également, le support qui sera proposé par nos 2 collègues sera mis à votre disposition sur la plateforme de l'IGPDE. Donc, vous aurez ensemble l'ensemble des supports qui seront mis à votre disposition. Comme ce matin, nous allons essayer de relayer vos questions dans la mesure du possible si les micros fonctionnent, ce qui n'était pas forcément le cas ce matin, mais n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et si ça ne marche pas, nous ferons le relais de vos questions auprès de nos collègues du SSI. Voilà, je laisse la parole à Claire Thierry et je ferai le relais de vos questions au fil de l'eau s'il y en a. Merci d'avance à nos 2 collègues. Claire, je te laisse la main. Merci Samuel. Alors, on y va. Nous allons essayer de relayer vos questions. Pour commencer, une petite image et puis assortie d'une citation, une citation d'Amélie Verdier. Donc la citation, c'est « Le numérique, un métier à part entière qui imprègne l'intégralité des missions de la DGFiP ». Cette citation, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle porte l'un à côté de l'autre 2 mots importants, le numérique et le mot métier. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, on considère que le numérique, c'est pas une fonction, on ne considère plus que le numérique est une fonction support, en opposition à des bureaux métiers tels que, des bureaux des services, tels que la gestion fiscale ou la compta État, par exemple. En fait, vraiment, l'idée, c'est que le numérique, ce soit un métier lui-même, au même titre que les autres métiers de la DGFiP. Donc, c'est un message qui est quand même assez fort et qui nous semblait vraiment important de relayer. Alors, ça ne veut pas dire que, c'est pas parce qu'on dit que c'est un métier à part entière qu'on va faire du numérique ou du code sans but. Hein. Bien évidemment, il va falloir orienter tout ça en fonction des besoins, parce que bon, on ne va pas non plus perdre cette idée-là. Mais quand même, le fait de parler de métier pour le numérique, ça oriente quand même pas mal de décisions aujourd'hui. Et puis cette image qui est en dessous, en fait, c'est pour illustrer donc cette citation. Pourquoi ? Parce que, en fait, donc nous, cette image vulgairement, on appelle ça le plat de nouilles, parce que c'est pour montrer que quand une application ne fonctionne pas, en fait, c'est pas juste l'application qui. Alors évidemment, pour l'utilisateur, c'est je n'arrive pas à faire ce que je dois faire avec l'application. Mais en fait, c'est beaucoup plus imbriqué que ça n'en a l'air. C'est-à-dire qu'il y a une quantité très importante d'interactions. Du coup, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, ce n'est pas forcément juste ce qu'on a sur notre écran qui ne fonctionne pas. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus... de bien plus vaste et de bien plus complexe, ce qui peut justifier que ça mette un petit peu de temps pour être réparé. Voilà, donc l'image, vous ne voyez pas forcément très très bien, mais ce sont les applications qui sont reliées entre elles. Alors, et effectivement, là, on n'en voit qu'une partie. Au niveau du nombre d'applications actuellement, on prend le chiffre donné qui figure dans le DSNUM, qui est de 785 applications, alors chiffre qui était valable en juillet 2025 et qui a un petit peu augmenté depuis. Je laisse Isabelle. Alors oui, ça c'est le sommaire. Voilà, grosso modo, ce dont on va parler. Donc l'informatique, l'organisation, les missions, les instances et la communication. Le glossaire, c'est un petit bonus qu'on vous a mis.
C'est pas, sans doute, certains des mots, vous les connaissez déjà bien, mais ça vous permet peut-être d'avoir une définition un petit peu plus précise de ce que vous avez l'habitude de lire ou ce que vous pensez peut-être savoir déjà. On y va. Alors l'informatique, comme l'a dit Claire, effectivement, ça, tout est lié chez nous. Il y a un impact pour tous les métiers parce que l'informatique, c'est un outil de travail indispensable maintenant. Les agents et les usagers sont, pour certains, bien à l'aise et maîtrisent de mieux en mieux tous ces outils. Mais ça, alors on va dire, la contrepartie, c'est qu'il y a une grande exigence et notamment sur la disponibilité, pouvoir accéder aux applications rapidement, que ce soit en interne ou en externe, enfin pour les usagers. On a envie d'avoir accès, par exemple, à impôts.gouv le plus rapidement possible. Et donc, il faut que l'application soit absolument disponible rapidement et que les démarches puissent être réalisées dans les meilleures conditions, puisqu'on est quand même à la DGFiP, une administration qui se veut pionnière sur les services en ligne. On en développe, il y a eu la déclaration en ligne, le prélèvement à la source pour les quelques exemples cités, GMBI également. À partir du moment où on impose aux usagers de réaliser leur démarche en ligne, il faut que le service que nous procurions soit de qualité. Mais on a encore quelques faiblesses au sein de notre système d'information, et notamment la date technique. Vous avez dû entendre parler de ce gros mot, si je peux dire, suite à un rapport. La dette technique est un sujet qui est d'ailleurs suivi, vous le verrez, au sein de nos instances, on en parlera tout à l'heure. Donc, arriver à résorber cette dette, ça a également un impact sur la disponibilité potentiellement et la satisfaction, puisque une application qui n'est pas disponible rapidement ou qui ne répond pas aux besoins crée de l'agacement. Et pour résorber cette dette technique, il y a déjà le fait que les applications doivent rendre service, mais qu'il faut également qu'on change un petit peu notre façon de faire. À la DGFiP, les données sont assez silotées. C'est pour ça qu'on a pour objectif le lac de données, qui permet justement de désiloter les données que nous détenons, qui sont une grande richesse et que nous n'exploitons à l'heure actuelle peut-être pas assez à la hauteur de tout ce que nous pouvons en faire. On a des technologies comme l'intelligence artificielle qui peuvent également nous aider à réaliser nos missions. Donc, des équipes au sein de la DGFiP travaillent à développer donc le lac de données, l'intelligence artificielle, et également le cloud Nubo. La DGFiP avance plutôt bien sur le cloud Nubo. Certains projets sont invités à passer sur ce nuage pour bien faire. On va dire qu'il y a un gain à la fois sur la qualité des applications et puis la résolution de la dette technique. Et l'accélération de ces technologies, c'est aussi une nécessité puisqu'on utilise encore certaines pas architecture, mais technologies qui vont bientôt ne plus être en service. Et il faut absolument là qu'on puisse toujours donner accès aux applications. Donc il y a un peu une course contre la montre sur ces sujets. Et alors la DGFiP ne travaille pas toute seule dans son coin. Il y a de l'interministérialisation, puisqu'on est également en relation notamment avec la DINUM, qui nous permet d'exposer les API de la DGFiP. C'est la DINUM qui met à disposition de nos partenaires les formulaires d'accès à nos API, par exemple pour les API FICOBA, impôts particuliers et R2P. Voilà. Alors, quelques mots sur la stratégie informatique, parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, le Planouille, ça fait quelque chose d'assez imbriqué, donc c'est pour ça que c'était montré, mais en fait, derrière tout ça, il y a quand même des lignes directrices. On n'est pas, je veux dire, ça ne va pas dans tous les sens, ça ne s'éparpille pas de partout.
Oui, on a, enfin, le numérique est un métier à part entière, mais le numérique s'inscrit quand même dans une stratégie globale qui est celle de la DGFiP. Et donc, le document fondateur, le document qui permet de donner les grandes orientations de la DGFiP, c'est le cadre d'objectifs et de moyens 2023, qui couvre la période 2023 à 2027. Donc là, clairement, on s'achemine vers la fin du COM. Ces orientations, donc ça correspond à 5 années, hein, puisque 2023 entière et 2027 entière, donc ça marche bien à 5 ans. Et puis, on va avoir donc des objectifs qui ont été déclinés dans le cadre du COM. Et parmi ces objectifs, deux d'entre eux couvrent la partie informatique au sens propre. Donc nous, Isabelle et moi, on fait partie du département de la stratégie numérique. Donc ça veut dire que, alors jusqu'à présent, qu'il y a une structure assez récente, mais on va forcément, on s'intéresse de plus près à cette stratégie informatique parce que chaque bureau, on verra comment c'est organisé, hein, mais il faut avoir une impression que ça converge et qu'on va bien tous dans le même sens. Il y a besoin d'un bureau porteur et le bureau porteur désormais, c'est le DSNUP sur ce sujet-là. Alors, si on se penche sur les deux objectifs, en fait, on aurait presque tendance à en compter trois. Pourquoi Alors, le premier objectif affiché, c'est l'objectif 13, donc c'est celui de la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance avec une stratégie pluriannuelle des métiers. On verra que actuellement, l'activité du service informatique est essentiellement annuelle. Parce qu'il y a toute une organisation derrière qui va dans ce sens-là, et puis parce que on est quand même, on s'inscrit dans les démarches budgétaires déjà, hein, et qui restent annuelles. Donc une stratégie pluriannuelle et donc une gouvernance qui permet de penser pluriannuel, pas uniquement en annuel. Et puis un objectif 14 qui parle de consolider le SI tout en réussissant la transformation numérique. Alors c'est là que je dis que l'objectif il est double, mais pourquoi c'est relié dans un seul Parce que on ne voudrait pas qu'il y ait un objectif consolider le SI, et puis un 15e objectif, un objectif supplémentaire qui dirait réussir la transformation numérique, parce que le risque, ce serait d'en atteindre un sans atteindre l'autre. Et là, l'idée, c'est de vraiment avoir un cheminement ensemble, de façon parallèle et en même temps main dans la main. Donc cette stratégie informatique, elle est au service de l'utilisateur, dont il est réaffirmé qu'il est au cœur du centre du système d'information. Encore une fois, le fait de dire que l'utilisateur est au cœur du centre du système d'information, ce n'est pas nouveau, mais c'est réaffirmé et donc renforcé par ce bilan. Alors, une fois qu'on a donné des objectifs, les objectifs, il va falloir les mesurer, et effectivement, on va les mesurer avec des indicateurs, avec des actions qui vont pouvoir se décliner en indicateurs. Donc, sur la disponibilité des applications, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai effleuré le sujet tout à l'heure, l'agent ou même l'usager, ce qu'il souhaite, Isabelle l'a dit aussi, c'est que son application fonctionne. Donc, le fait qu'une application dont on a l'habitude, qui a des fonctionnalités qui permettent de faire son travail, il faut absolument que ça fonctionne comme prévu. Donc, la disponibilité, d'ailleurs, c'est ce qui remonte, on en reparlera plus tard dans toutes les enquêtes sur la solidité, sur la bonne, sur le fait que le SI rend bien le service qui est attendu. Donc, la disponibilité, il y a un outil qui s'appelle ISAP qui permet aujourd'hui de mesurer la disponibilité des applications et qui est donc suivi à la fois sur la zone usagée et sur la zone agent. Donc, ce sont deux indicateurs différents. Pourquoi ? Parce que les usagers, ils ont une disponibilité qui est plus importante, pas une disponibilité plus importante, je dirais une couverture de plage horaire plus importante que celle pour la zone agent, puisque les agents, eux, travaillent et donc ne sont pas supposés travailler à des heures qui ne sont pas les horaires de bureau. Bon, avec un petit bémol quand même, parce que il y a des DOM qui, eux, sont en décalé par rapport à nous et qui, du coup, de mémoire, ne sont pas touchés par la disponibilité. Enfin, je veux dire, ils sont écartés du sujet. On prend en compte, bien évidemment, le fait que quand les agents de la DGFiP ne travaillent pas, peut-être que les agents de la DGFiP en métropole ne travaillent pas, peut-être qu'en
Dans les DOM, ils travaillent, mais au niveau de l'indicateur, on ne le prend pas en compte. Résorber la dette technique. Alors oui, Isabelle a effleuré le sujet aussi tout à l'heure. La dette technique et un suivi resserré. Pourquoi? Parce que ne rien faire, c'est-à-dire ne rien faire pour résorber la dette technique, c'est en soi la creuser. Pourquoi? Parce que les technologies continuent à avancer et donc si on ne fait rien, en soi, on prend du retard. Parfois, en faisant quelque chose, on fait juste, enfin, on résorbe juste le retard dans le sens où on ne l'a pas, on résorbe, dans le sens où on ne l'augmente pas, mais on est toujours en retard du même retard. Tout en faisant quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une problématique importante parce que quand on est dans des périodes de budget un peu plus contraints, on a tendance à vouloir s'affranchir de la dette technique. En plus, c'est vrai que les bureaux métiers, les MOA, souhaitent davantage avoir de nouvelles fonctionnalités que de se poser la question de est-ce que en termes de dette techno, je résorbe bien, je prends bien en compte les nouveautés informatiques, ce qui me permettra de faire fonctionner plus tard l'application dans de bonnes conditions. Voilà, ça reste quand même une préoccupation majeure. Des opportunités apportées par les technologies cloud aussi, puisque ça c'est en lien. Ça veut dire que pour pouvoir résorber cette dette technique, on utilise de nouveaux outils, de nouvelles technologies, et le cloud en fait partie. Pour mener à terme les grands projets, on parlera un peu structure tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de savoir que les grands projets, ce sont souvent des projets de très long terme, c'est-à-dire qui s'échelonnent sur de nombreuses années, parfois au-delà de 5 ans, qui ont tendance à dériver aussi, tant sur le plan calendaire que sur le plan financier. Donc, il y a une vraie discipline à avoir dessus, et puis s'assurer que les projets qui sont prévus sur 5 ans, quand même, à un moment donné, on finit par atterrir, on ne reporte pas, on ne demande pas une avance supplémentaire pour pouvoir finir le projet, parce que financièrement, c'est ceux qui vont peser le plus dans la balance. Investir dans les forces internes pour maîtriser le SI, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui sera fait ce qui a été fait lorsque vous avez déjà suivi des formations ou quand vous en suivrez d'autres. On ne fait rien sans les agents ça signifie que si les nouvelles technologies apparaissent, il faut à un moment donné que les forces internes, que les agents soient formés. Sinon, avoir un outil dont on ne sait pas se servir, on n'avance pas. Et puis, l'écoute et l'association des utilisateurs. Donc ça, comme je l'avais dit, ça reste, c'est au cœur du centre du système d'information. Ça le reste. On a une démarche UX notamment qui est mise en place. L'idée, c'est non pas d'attendre pour pouvoir mettre des rustines une fois qu'on a mis en place l'application, mais d'associer les utilisateurs dès le départ pour savoir si on répond aux besoins. Alors, il faut que le besoin il soit justifié, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on va pas accepter quelque chose qui n'apporterait rien, qui ne serait pas justifié. Par exemple, la première des choses à respecter, c'est la réglementation et bien sûr l'ergonomie, mais il faut que ça. Écouter les utilisateurs, on aura autant de demandes qu'on a d'utilisateurs si concrètement on laisse la place à tout. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir fournir un produit qui correspond aux attentes. Voilà, donc tout ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a des indicateurs qui sont associés, ce qui permet de mesurer si on progresse sur le sujet. Avec, encore une fois, une vraie attention sur la dette technique parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose que ça va se voir, à la fois pour les MOA qui cherchent le fonctionnel et sur le plan technique parce que c'est pas parce qu'on met en place une nouvelle technologie que pour autant on ne sera pas en retard. On aura comblé le retard et peut-être même que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la technologie en pointe aujourd'hui ne le sera plus demain. Reste également des éléments qui ne font pas partie des objectifs du COM, mais qui ne peuvent être complètement mis de côté. C'est le fait de poursuivre les investissements dans les technologies et les méthodes. Ça signifie quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il se passe tout un tas de choses autour de nous dans le monde du numérique, à commencer par l'intelligence artificielle, donc qui n'est pas nommée là, mais ça en fait partie aussi. On n'est pas tout seul sur le sujet, puisque
la DGFiP fait partie d'un ministère et les ministères sont tous regroupés. Enfin, je veux dire, c'est une l'administration française globale qui est concernée. Donc, il y a un pilotage par la DINUM qui est effectué. Mais voilà, il est nécessaire d'avancer sur toutes ces technologies. Et puis, la transformation numérique de la DGFiP, oui, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans ordinateur, qui que ce soit. En revanche, pourquoi transformation numérique? Parce qu'on continuera à aller de plus en plus loin. Et puis, la culture numérique aux agents informaticiens et administratifs, alors on va en reparler un peu après, oui, parce que le fait de dire que le numérique, désormais, c'est un métier en soi. Le fait de prendre conscience de l'importance du numérique, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ça veut dire qu'il faut, même si évidemment aucun agent de la DGFiP aujourd'hui peut vivre sans son ordinateur, mais avoir conscience que chacun est acteur du numérique, que les propositions qui sont faites peuvent être retenues et que c'est important de s'interroger sur les outils numériques qu'on peut avoir. Et puis un autre document qui est une déclinaison ou une traduction du COM, c'est le schéma directeur du numérique. On en parlera un petit peu plus tard en termes de communication, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce document a été publié donc, en juillet 2025, a dû faire en principe l'objet de communication au niveau du réseau comme au niveau central. Bon, ça n'est pas en contradiction avec le COM, mais c'est le fait de dire que concrètement, une fois que j'ai mes objectifs dans le COM, une fois qu'on a dit ce qu'on allait faire, en fait, on va aller concrètement puiser dans le sujet et puis essayer de montrer qu'il y a une vraie stratégie numérique, bien évidemment en phase avec le COM. Donc, ce schéma directeur du numérique, on vous invite, on n'a pas mis le lien, je crois, c'est peut-être après à la fin, il y a le lien à la fin. On vous invite fortement à aller puiser des informations. Juste rapidement, il est composé de 4 parties. Donc la première constitue l'historique, en gros, du numérique. Une partie ensuite qui parle des projets informatiques et projets numériques et ce qu'on va en faire à court, moyen, long terme, donc pour avoir un peu une trajectoire sur ces projets, enfin sur le numérique. Et puis une troisième partie qui va concerner les principes. Donc les principes, on va en parler un petit peu après. Et une quatrième partie qu'on pourrait appeler le making of, donc qui explique comment le schéma directeur du numérique a été conçu. Juste un petit teasing sur la partie instance en précisant sur les indicateurs du COM. Ils sont suivis au sein du SSI par le DRS, qui a une division en charge de la maîtrise de l'activité. Cette division est en lien avec SPIB, puisque les indicateurs sont suivis au sein de la DGFiP par SPIB. Et nous les présentons 3 fois par an à la directrice générale lors des COSTRAT SI. Mais on vous parlera de ces instances un petit peu plus loin. Alors, donc je vous le disais, les principes qui sont déclinés dans le schéma directeur du numérique et qui donc fondent l'action du SI. Alors, encore une fois, on ne va pas détailler toutes les parties parce que ce serait fastidieux et puis ça ne vous apporterait pas grand-chose. Il faut savoir que si vous souhaitez, si vous voulez chercher des exemples, il suffit de regarder dans le schéma directeur du numérique et vous allez voir apparaître dans la deuxième partie les noms des projets. Voilà. Et donc sur les grands principes qui construisent l'organisation et puis l'action du SI, on a donc le SI qui construit autour de l'utilisateur. Donc comme je vous l'ai dit, ça reste vraiment essentiel et le fait de l'affirmer en tout premier pilier, ça le renforce. Donc effectivement, on en parlait rapidement tout à l'heure, l'utilisateur doit être satisfait du produit ou en tout cas, s'il n'a pas eu l'obtention de ce qu'il avait souhaité, il faut qu'il comprenne pourquoi, parce qu'on peut avoir des demandes qui ne sont pas réalisables d'un point de vue technique ou des demandes qui prévoient trop de développement. Rien n'est vraiment impossible, mais on va dire qu'ils prévoient des développements trop importants en termes budgétaires et qui donc n'iront pas dans ce sens-là. Donc on va essayer de faire en sorte que ça lui convienne, qu'il sache pourquoi ça lui convient. Et puis bon, il y a la partie
législation, toute la partie réglementation, l'outil doit les respecter. Hein. C'est pour ça que, si on cite en exemple Helios, dans Helios, il y a des comptes qui doivent être utilisés. Les comptes, ils sont réglementaires. Hein. Je veux dire, on ne va pas avoir une application qui utiliserait des comptes qui n'existent pas ou qui ne correspondent pas aux besoins de la nomenclature. L'association des utilisateurs, pourquoi on la distingue de la satisfaction des utilisateurs? Parce que l'association des utilisateurs, en fait, elle doit se faire à chaque moment et dès le départ surtout. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas en chambre un outil sans avoir un minima consulté les futurs utilisateurs directs. Alors, il peut y avoir plusieurs profils, plusieurs types de personnes qui vont utiliser l'outil, mais ça, c'est ce qu'on appelle la démarche UX et qui est conduite par la DTNUM. Et là, effectivement, c'est vraiment important d'associer les utilisateurs par des groupes de travail, par une consultation, enfin, quelle qu'elle soit, mais ça fait partie de toutes les nouvelles, de tout ce qui est fait, enfin, de toutes les nouvelles applications ou de toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en place. Alors après, plus ou moins, hein, si on est sur un peu de l'ergonomie et que ça a été réclamé dans d'autres groupes d'utilisateurs, on ne va pas revenir pour faire vérifier les choses, mais par principe, il faut se dire que les utilisateurs sont associés à chaque étape du process. Et puis, pareil, hein, une fois qu'on a mis en prod, et même lors de la vie du projet informatique, qui peut déjà avoir atterri, on a une communication qui est faite. Parce que aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont énormément développées et puis, a fortiori, quand on a un public d'usagers en face de soi, on a besoin d'avoir de la visibilité, de savoir quand est-ce que ça va refonctionner si ça ne refonctionne pas, de savoir quand une fonctionnalité va apparaître. Donc, il y a un besoin de transparence qui est prégnant au SI, que chacun sait, bon, sachant qu'évidemment, les demandes venant des utilisateurs, c'est bien que ce soit les bureaux métiers aussi qui puissent communiquer sur le sujet. Mais en tout cas, on ne peut pas communiquer auprès des utilisateurs s'il n'y a pas eu des liens qui ont été faits dans ce cas. Et puis, le RGA, donc ça, c'est tout ce qui est accessibilité, qui est organisé par l'interministériel, puisque le règlement concerné est interministériel et s'impose à l'ensemble des ministères. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'accessibilité fait vraiment partie des priorités lorsqu'on met en place une nouvelle fonctionnalité, lorsqu'on met en place une nouvelle application. Ensuite, on a le SI performant au service des missions de la DGFiP. Alors, bien évidemment, les missions de la DGFiP et l'utilisateur, il y a quand même une porosité puisque ceux qui vont faire fonctionner les missions de la DGFiP, ce sont justement les utilisateurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que quand on a une demande qui est formulée, on soit en capacité d'y répondre et d'y répondre dans les délais. On a comme exemple assez courant celui du paiement des aides pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il n'était pas question d'attendre un an pour développer un nouveau système. Donc ça, c'est important de pouvoir, lorsqu'il y a une urgence, y répondre. Aujourd'hui, pareil, hein, alors je parle du Covid parce que ça, sur les aides, ça a été mis en temps et en heure, mais aujourd'hui, on a aussi des besoins politiques qu'il faut assouvir, notamment tout ce qui est au niveau international. Parce que quand on a des engagements, ils ne sont pas forcément nationaux, ils peuvent être aussi internationaux. L'accompagnement des transformations métiers, là, on n'est pas sur du réglementaire ou sur des engagements internationaux qui donneraient lieu à des textes réglementaires. On est sur transformation métier, par exemple, ce qui va se passer au niveau des notaires, donc qui sont au niveau de nos partenaires en général. Donc, le fait qu'on dématérialise ou même les collectivités locales. Donc là, en fait, c'est une transformation qui se fait avec le temps. Ça veut dire que les process vont évoluer. La réglementation, non, mais c'est la façon de faire les choses qui va évoluer. Et là, c'est pareil, il faut être au rendez-vous et dans les temps. Pour pouvoir accompagner ces transformations de métier, on a besoin de process, c'est-à-dire qu'on parle depuis quelques années d'agilité, qui est un concept un peu différent du cycle en V qui était l'apanage jusqu'à présent. Donc, le fait qu'il y ait des nouvelles méthodes, il va falloir aussi apprendre à les utiliser. Tout ça, évidemment, pour pouvoir promouvoir une qualité de service aux agents et usagers.
Ensuite, à l'état de l'art. À l'état de l'art, pourquoi? Parce que donc là, le SI Performance service des missions de la DGFiP, c'est en gros c'est pas en gros, c'est le service rendu, mais sans se préoccuper de, entre guillemets, contingence matérielle. Alors qu'un SI à l'état de l'art, ça veut dire que donc, le socle de ce qui va être fait sera suffisamment solide. Ça veut dire que au niveau du SI, on va être au courant des nouvelles technologies, qu'on va les utiliser. Ça veut dire qu'on ne va pas rester sur des langages qui ne sont plus utilisés aujourd'hui quand on va réécrire une application ou justement décider de réécrire une application parce qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des améliorations et qu'il va falloir les utiliser, pas rester, pas rester sur des technologies anciennes qui ne permettraient pas à terme de faire fonctionner l'application en question. Voilà. On a un principe au niveau du SI qui est le cloud par défaut. Donc, ça veut dire que, par exemple, une application, on va se demander si elle va sur le cloud ou si elle reste sur ce qu'on appelle le legacy. Et quand on se pose cette question-là, en fait, par défaut, si on ne sait pas, ça va sur le cloud. C'est un principe qui a été énoncé au niveau du SI. Pourquoi? Parce que le cloud est quelque chose de plus neuf que le legacy. Par définition. Et puis, gestion de la dette technique, parce que, en fait, si on fait tout ça, c'est justement pour que les applications qui fonctionnent aujourd'hui continuent de fonctionner demain. En tout cas, pas forcément sous le même nom, mais en tout cas, les fonctionnalités puissent continuer à fonctionner tel que c'est prévu. Et puis, le fait de dire tout ça, ça veut dire qu'il faut aussi que, comme je le disais tout à l'heure, le SI sans ses forces internes, sans les agents, n'est rien. Et donc, il va falloir mettre en place des conditions, et notamment les formations, qui permettront aux forces internes, aux agents, de travailler et d'atteindre les autres objectifs, d'aller dans les directions que je viens d'énoncer précédemment. Voilà sur ce sujet. Alors, l'informatique à la DGFiP, en quelques chiffres, Claire l'a dit tout à l'heure, on a un recensement de 785 applicatifs, alors qui est un petit peu plus, le chiffre est un petit peu plus élevé, mais ce chiffre devrait normalement diminuer puisqu'il y a quand même un travail en cours qui a été demandé par la directrice générale de bien faire le point sur toutes les applications qui peuvent être décommissionnées. Ça participe également de la démarche EcoFiP puisque les applications qui ne sont plus utilisées mais qui restent, on va dire, en back-office, eh bien, elles consomment. Donc, il y a un travail récent qui a débuté pour recenser les applications qui peuvent être décommissionnées. Et ça fait partie également des travaux que mènent les bureaux du SI, puisque au sein du SI, on va en parler un petit peu plus loin sur l'organisation, on a des bureaux transverses qui sont en charge de l'urbanisation, la cartographie, et il y a vraiment un besoin de rationalisation de nos applications, notamment pour que ça ait un impact sur le coût budgétaire des applications, puisque aujourd'hui, 100% de nos missions sont réalisées sur de l'informatique. Et on demande également aux usagers, que ce soit particuliers ou professionnels, d'aller sur les applications en tout cas sur les applications que nous mettons à disponibilité sur impôts.gouv pour qu'ils réalisent leurs démarches notamment. Au sein de la DGFiP, c'est quand même environ 5000 agents sur tout le territoire, territoire France et métropole également, puisqu'il y a quelques services informatiques en métropole également. Et donc, nos métiers sont variés. Vous avez notamment la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, tout ce qui a trait à l'intégration, l'exploitation. Je ne vais pas tous les recenser, mais donc ça s'organise autour on va dire, une administration centrale qui est sur 4 sites en région parisienne, et sur le territoire, il y a 7 DISI parmi lesquels sont répartis 35 établissements de services.
Ce qui nous amène, je ne vais pas spoiler tout de suite puisqu'on parle juste après de l'organisation, où on détaille ça un petit peu plus. Est-ce qu'on fait un temps de questions sur cette première partie, s'il y en a, ou on attend la fin? Oui, on peut prendre. On avait une question sur le chat qui a été posée. C'est est-ce que vous pourriez préciser en quoi consiste une dette technique? Alors, oui, la dette technique, ça veut dire que la technologie sur laquelle a été conçue une application n'est plus d'actualité à tel point que elle peut être en risque parce que, par exemple, un langage informatique n'est plus appris dans les écoles. Et puis parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées derrière et qu'il n'y a plus de maintenance. En fait, pour donner une idée, c'est un peu comme une voiture pour laquelle vous ne trouveriez plus les pièces parce qu'elle a été mise sur le marché il y a longtemps, que vous avez gardé cette voiture-là, mais qu'en fait, le modèle n'existant plus, il y a des pièces qui ne sont plus produites. Et donc, si vous avez une panne d'une pièce en particulier, et que vous ne trouvez pas cette pièce, bah, votre voiture ne fonctionnera plus. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Au sein du SI, par exemple, il y avait le cas sur Agora, l'ancienne application des ressources humaines côté DGI, qui a été reprise lors de la fusion. Cette application, il n'y avait plus, justement, comme l'a dit Claire, à un moment, il n'y avait plus de maintenance. Donc, il fallait vraiment avancer sur Sirius pour pouvoir continuer à rendre le service. Et donc, ça devenait urgent puisque il n'y avait plus, à un moment, il n'y a plus de correction de bugs ou à minima. Donc, plutôt que les agents trouvent des solutions de contournement pour que ça réponde aux besoins, voilà, il faut absolument, dans ces cas-là, proposer une autre solution. Et au cas présent, c'était Sirius. Ok, merci. Bon, il n'y a pas d'autres questions sur le chat, hein, je vous propose de poursuivre. Ok. Alors, on passe à l'organisation. Donc, on a compris qu'il y avait des profils assez différents autour de la table, mais ça nous semblait important quand même de faire un petit rappel sur l'organisation, puisque encore une fois, on a 785 applications, enfin aujourd'hui même peut-être un peu plus, enfin pas peut-être un peu plus. Mais ce qui est important de souligner, c'est que derrière, pour pouvoir piloter toutes ces applications, il y a une véritable organisation. On a donc si on regarde au niveau de au niveau non, on va commencer par le déconcentré. Déconcentré, si vous avez déjà travaillé, si vous êtes en interne, enfin si vous avez le concours et que vous étiez interne, vous le savez sans doute, il y a des directions qui s'appellent les DISI et les ESI qui sont des établissements. Donc les DISI ont pour objectif de piloter l'ensemble des ESI qui composent leur territoire. La DISI, alors sur certaines, on a à peu près une superposition possible avec les DDG, mais c'est pas le cas pour toutes. Parce que déjà, c'est pas, le territoire n'est pas strictement identique. Sur certaines, alors sur l'Île-de-France par exemple, oui, on est sur la même chose, mais sur d'autres, on n'a pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas exactement le même périmètre géographique. Bon, ça vient, les DISI, c'est quelque chose qui avait été mis en place au moment de la fusion, qui reprenait une organisation plutôt côté DGI. Voilà, donc vous voyez peut-être en termes de couleurs, on a essayé de faire varier l'ensemble des DISI. Et puis au niveau central, on a plusieurs structures qui s'occupent d'informatique. Alors, on a bien évidemment ce que vous avez, le plus gros bloc, le SI, le SSI, le service des systèmes d'information. Avec deux branches, alors deux branches essentiellement, c'est-à-dire l'ADPN, la direction des projets numériques, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, et ce qu'on appelle SI Production, qui est plus du côté transverse. Donc c'est dans l'ADPN qu'on va retrouver les projets informatiques.
Et puis, on a deux entités, le DRS, département ressources et support, et le DSNUM, dont nous faisons partie avec Isabelle, comme déjà indiqué, département de la stratégie numérique, qui ne sont pas rattachés à une à la DPN à proprement parler ou à la production, qui sont rattachés directement au chef de service et qui ont un rôle de pilotage, mais pas un rôle de pilotage informatique, enfin, je veux dire concrètement des applications, mais on en parlera, enfin, pour parler ici maintenant, c'est-à-dire que le DRS a en charge la partie budget, la partie RH, un peu de contrôle interne aussi, voilà, sur la maîtrise d'activité. Et côté DSNUM, donc sur la stratégie, on a, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le SDNUM, attention, à l'échange de lettres, donc le schéma directeur du numérique, mais on a aussi toute l'organisation qu'on va vous découvrir tout à l'heure, donc que ce soit l'ensemble des instances annuelles, pluriannuelles, en lien avec avec l'ensemble des services. Et puis, donc, en dehors du SI, enfin du SSI à proprement parler, on a une autre on a la DTNUM, donc la DTNUM qui n'est pas, enfin, qui ne fait pas partie du SSI, mais qui a des liens assez étroits. La délégation de la transformation numérique qui, en gros, fait office de labo, c'est-à-dire déjà, ils ont une fabrique numérique, donc ils peuvent façonner des nouveaux projets, ils vont être sur le lac de données, donc tout ce qui est data. Ils gèrent aussi l'académie des cadres. Donc voilà, ils vont avoir aussi une action de formation. Donc c'est transverse en fait, quelque part, mais tout en étant en même temps un laboratoire un peu à la pointe. Ils parleraient mieux que nous d'eux-mêmes, mais voilà, avec des ambassadeurs du numérique qui pilotent à leur niveau, des ambassadeurs du numérique qui sont dans les services déconcentrés. Voilà, donc pour donner une petite idée. Et puis, il y a deux entités auxquelles on ne pense pas spontanément parce que quand on regarde l'organigramme de la DGFiP, spontanément pour tout ce qui est numérique, on pense à la DTNUM et au SSI. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a deux autres structures qui se préoccupent du numérique. Il y a une structure dans le service pilotage budget, c'est la MCGSI, la mission contrôle de gestion des systèmes d'information, qui va avoir en charge notamment tout ce qui est la gestion des grands projets. Donc les grands projets en général, ce sont des projets à enjeux financiers. Et donc lorsqu'il va y avoir des projets dont on parlait tout à l'heure, pluriannuels, des projets vraiment coûteux qui dépassent un certain seuil, ils vont être suivis par la DINUM et le lien avec la DINUM, c'est la MCGSI qui va le faire. Donc tout ce qui est article 3, article 4, donc ça veut dire mon projet, il est vraiment important en termes de poids. Notamment par exemple la facture électronique ou NARA, donc tous ces gros projets-là sont suivis au niveau de la mission du contrôle de gestion du SI. Et plus récemment que MCGSI ou que l'organisation du SI et de la DTNUM, on a un pôle d'audit informatique au sein même de la mission risqué audit, la MRA, donc qui elle est rattachée directement à la directrice générale. Donc en fait, clairement, à côté, pour faire simple, à côté du pôle risque et du pôle audit qui existait initialement, on a un pôle d'audit informatique qui va donc diligenter des audits qui pourront parfois aller en province. Donc il peut y avoir des audits de structure, hein, actuellement il y en a un, mais ça peut être aussi des audits sur des sujets des sujets comme le numérique à proprement parler, par exemple les villes, qui sont, si vous allez sur le site de la MRA, vous pourrez voir que vous avez l'annexe numéro 9 qui concentre les audits. Mais bon, il n'y a pas. Voilà, donc ça c'est pour le pôle d'audit informatique. Il n'empêche que sur tout ce qui est risque, le PNCI, le plan national de contrôle interne, là aussi la MRA va avoir un rôle à jouer. Voilà. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur notre organisation, alors on vous a pas mis d'image de l'organigramme, mais il se découpe donc, on va dire, les systèmes d'information. Le système d'information de la DGFiP, c'est le SSI, mais en partenariat avec la DTNUM, les DISI, forcément les bureaux de la DPN. Et donc, pour le SSI, vous avez les bureaux SI1, SI2 et SI3 qui effectuent des travaux, on
on va dire, transverse, puisqu'il y a à la fois de l'architecture, de l'infrastructure. Et SI3 gère tout ce qui est la sécurité, qui est très importante à la DGFiP. Les fonctions support, eh bien ça c'est le DRS qui, on vous l'a dit, est une structure récente dans son nom, puisqu'en fait c'était précédemment le DGS. Donc cette structure a en charge tout ce qui est la gestion en fait, des ressources humaines, budget, la protection des données également, et la maîtrise de l'activité avec tout ce qui est audit, suivi des indicateurs. La protection des données qui est un sujet assez important. C'est vrai que on ouvre nos données, donc il y a à la fois un enjeu de sécurité informatique et de protection des données. C'est vraiment deux volets très importants quand on développe une nouvelle application. Il y a vraiment ces sujets-là à ne pas oublier au-delà de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage qui sont évidemment le cœur de métier. La stratégie qui est gérée au sein du DSNUM, puisque, comme Claire l'a dit, jusqu'alors, c'était plutôt on va dire une stratégie annuelle, mais au regard des projets, des grands projets que l'on peut avoir qui se déclinent sur plusieurs années, eh bien, avoir une vision stratégique pluriannuelle est nécessaire, hein, notamment pour éviter une dérive calendaire ou budgétaire des projets que nous développons. Et donc pour le développement de ces grands projets, il y a eu, il y a quelques années, le rapprochement de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Les bureaux maintenant sont au sein de la DPN. Vous avez donc les directions de projet DP1 à DP9 qui ont pour objet mais qui sont des directions de projet pour les nouveaux projets. On développe dans ces 9 directions de projet en fonction des thématiques, que ce soit par exemple pour PILA qui est développé au sein de la DP2. Et vous avez également les BSI, les bureaux des systèmes d'information, BSI 1 à BSI 6, qui là, c'est pour tous les projets qui sont déjà en cours, on va dire qu'on est sur du maintien en conditions techniques. Et pour le développement des projets, alors là, c'est un des volets de l'activité de la DTNUM, mais il y en a d'autres. Eh bien, pour tout ce qui est RGA, comme on a parlé tout à l'heure, Claire, et la DTNUM accompagne les projets de la DPN. Quand un nouveau projet est développé, il faut s'assurer maintenant, et surtout si c'est un projet qui va être à destination des usagers, qu'il répond bien à certains critères d'accessibilité. Et la DTNUM a un pôle qui accompagne les services du SSI pour développer les applications en respectant notamment le RGA, mais il y a le DSFR Builder qui est une norme, en tout cas un outil pour pouvoir mettre en œuvre le RGA. Et il y a vraiment une participation active entre la DTNUM et le SSI pour développer nos projets. Eh bien, je dis rapidement, donc, comme on l'a dit précédemment, qu'il y a 7 DISI et qui ont 35 ESI qui dépendent d'eux et environ 5000 agents. Alors, un petit zoom sur la direction des projets numériques parce que concrètement, là, on vous parle, on a pris l'hélicoptère pour vous parler de façon un petit peu, enfin, pour vous permettre de prendre la mesure de l'ensemble du panorama. Mais il est évident que là où on a le côté le plus concret, la fabrication, le développement, c'est la direction des projets numériques, la DPN. Donc, vous vous souvenez peut-être, sur le SSI, je vous ai montré, c'est la branche la plus à droite au sein du service des systèmes d'information. Donc, la DPN qui est chapeautée par un DPN, donc un directeur de projet numérique, un encadrement de 3 sous-directeurs, décliné chez 3 sous-directeurs, et puis un ensemble de bureaux, donc les bureaux des systèmes d'information BSI et les DP, les directions de projet. Donc, comme le disait Isabelle, c'est vrai que dans les directions de projet, on a plus de la conception, enfin des applications qui démarrent, alors que dans les BSI, on est plus sur de la gestion, sur du maintien en conditions techniques, etc.
C'est là en fait que vont être conçues les nouvelles applications. Alors bien évidemment, pas sans le métier, mais il va y avoir deux équipes, l'une de maîtrise d'ouvrage et l'une de maîtrise d'œuvre. Alors souvent, il y a plus de maîtrise d'ouvrage dans les directions de projet parce que forcément, comme on est sur de la conception, une maîtrise d'ouvrage va avoir plus d'importance, plus de poids, mais on peut aussi effectivement en trouver quelques-unes dans des BSI. Mais on a bien une distinction de ces deux-là. Alors pourquoi est-ce que les deux sont ensemble? Parce que il y a un besoin que se parlent MOA et MOE, parce que plus vous rapprochez ceux qui demandent et ceux qui font, et plus vous avez des chances de vous retrouver avec un produit qui correspond aux attentes. Bien, je parle au conditionnel parce que enfin, oui, qui correspondrait donc aux attentes, parce que bon, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'orientation de la DPN, ce qui justifie sa création, c'est vraiment le rapprochement entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous répéter, enfin, de vous lire ce qui est écrit, mais on a vraiment le commanditaire et puis celui qui fait au niveau de la maîtrise d'œuvre, celui qui demande, qui va réaliser les spécifications, qui va rédiger les expressions de besoin, et puis l'équipe technique qui, elle, va mettre en œuvre en utilisant bien évidemment l'ensemble de ce que on vous a montré tout à l'heure, l'ensemble des axes qui président à l'organisation du SSI. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aborde le côté mission? Alors oui, on avait juste une question sur le chat pour le moment, mais n'hésitez pas à vous manifester hein, si vous avez d'autres questions. Une question sur le COBOL. Le COBOL est-elle la seule technologie dépassée ou est-ce qu'il y en a d'autres au niveau des langages? Oh, il y en a d'autres. Hein. Effectivement, le COBOL est dépassé, mais il y en a. Enfin, alors en fait, clairement, il y a une hiérarchie entre ceux qui sont dépassés et ceux qui sont en train d'être dépassés. Quand on dit en train d'être dépassé, clairement, il suffit de se référer aux écoles et de voir ce qui est appris. Enfin, je veux dire, dans les écoles d'ingénieurs notamment, le COBOL est plus appris. Mais il y en a d'autres qui sont encore apprises, mais moins. Enfin, en fait, c'est le dépassement. Enfin, c'est comme enfin, il y a une gradation en fait. Hein. Il y a les langages dont on sait que demain ils n'existeront plus. Là aujourd'hui, c'est l'utilisation du Python essentiellement qui est à la pointe. Tout le reste a tendance à être progressivement dépassé, mais pas avec le même degré à ce stade. Vous avez oui, et alors, la difficulté que l'on a, par exemple, avec COBOL, c'est que, quand bien même il est dépassé, il répond à un besoin qui est quand même très important. Donc, c'est tout là l'enjeu que peuvent avoir les services informatiques lors des transitions, d'aller vers une technologie qui, on va dire souvent, alors qu'il soit plus ergonomique, qui réponde toujours aux besoins, mais qui soit aussi performante et fiable. Et ça, ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer de quitter une technologie efficiente pour aller vers l'avenir, mais sans mettre en péril nos applications et les données lorsque on passe au niveau supérieur avec des technologies plus récentes. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de prendre une question en direct. On va essayer d'ouvrir un micro. Monsieur Bidot, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, merci pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de projets, d'une part en Agile, d'autre part en DevOps, et dernièrement qui respectent l'accessibilité entre guillemets au maximum, le RG2A? Et une deuxième question, la DGFiP va-t-elle développer davantage ses data centers, en créer de nouveaux dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle ou en mutualiser en interministériel avec le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Armées, par exemple? Merci. Je vais prendre la première question, je vais prendre la deuxième. Alors, sur les applications, je suis en train de regarder. Alors, sur l'agilité, on a plusieurs applications. L'agilité, c'est surtout un mode de fonctionnement.
Alors, moi, j'ai des noms de petites applications. On a, nous, par exemple, au DRS, l'application Ibis qui est en train d'être réécrite. C'est l'application qui gère le budget du SI. On a le legacy qui continue à fonctionner et les équipes au sein du DRS qui développent cette application en mode agile, qui sont aidées, comme j'en ai parlé tout à l'heure, par les équipes de la DTNUM pour mettre en place le respect du RGAA. Et donc, voilà, il y a cette application-là. En fait, le RGA, aujourd'hui, c'est pas possible de s'en affranchir. Ça veut dire que toutes les nouvelles applications, forcément, en principe, forcément, doivent y répondre. On n'a pas le choix. Je pense aussi une application assez nouvelle, c'est TNMJ, c'est pour la gestion des rescrits, qui est une application en cours de développement. Et là, c'est pareil, TNMJ, c'est fait en agilité. Et puis, et le cloud, c'est par défaut. Donc, en fait, toute nouvelle appli passe sur le cloud. Mais vous avez des vieilles applis beaucoup plus lourdes. Par exemple, RAR, pas sur le cloud, quoi. Et comme c'est du DOS, on ne pourra pas les passer. En tout cas, il faut réécrire tout pour pouvoir y passer. Est-ce que c'était tout sur la première question? DevOps aussi? Si, oui. Alors DevOps, j'ai pas forcément. En fait, on a sur le DevOps, on a une instance qui s'appelle le Copsimission. On a d'abord des échanges, mais aujourd'hui, il faudrait que je regarde un Copsimission, et si je le cherche là maintenant, ça va être compliqué. Je rallume tout, mais c'est un accès au Copsimission. Mais voilà. Il y a plein d'applications qui passent aujourd'hui en ce qu'on appelle en Copsimission pour pouvoir et donc du coup passer en Copsimission, ça va être du DevOps. Effectivement, Ibis en est une. Agir aussi et passer sur le. En fait, à partir du moment où ça passe sur le cloud, on a du DevOps. Par contre, l'agilité est à dissocier du DevOps parce qu'on peut faire l'un sans l'autre. Et parce qu'on peut faire de l'agilité aussi sur du legacy. Et puis voilà. Sur la question des serveurs, alors effectivement, il y a des vrais sujets actuellement là-dessus, puisque en fait, en termes d'hébergement, mettre en place un nouveau data center, il y a des vraies réflexions sur. On ne pensait pas devoir vous en parler, donc on ne l'a pas mis en termes d'actualité, mais c'en est une. Les data centers, en fait, ça coûte très cher. Il y a plusieurs options qui sont possibles, mais en gros, c'est une problématique qui est commune à l'ensemble des administrations, et toutes les administrations aimeraient bien que quelqu'un se dévoue pour créer un data center dans lequel ils pourraient héberger leurs données. Après, il y a aussi l'utilisation de la sphère privée, notamment Orange. Il y a le fait de récupérer des choses qui existent déjà. Mais voilà, en fait, il y a vraiment un gros enjeu sur la conception, sur la création de nouveaux data centers, mais on sait qu'il y en a besoin. Sauf que, comme on vous l'a dit, les technologies évoluent, les applications augmentent, les données aussi augmentent. Et en fait, c'est un peu la course à l'échalote parce que plus on attend, plus on a besoin de data centers important. Sur les données, on a du mal à dire on jette des données, donc en fait, on en a de plus en plus. Après, il y a des questions de sécurité, mais il y a un véritable enjeu sur la création de data centers et ça agite la hiérarchie depuis pas mal de temps, sans dire ça de façon. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste pour dire que vraiment il y a des enjeux et que le positionnement sur ce sujet n'est pas simple. Voilà. Est-ce que c'est bon sur cette question? Oui. Alors, par exemple, on a Casoar qui est en DevOps, c'est une application d'ARH. Qui est qui est développée au sein de. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question, Stéphanie? Je tente de donner la main à M. Chaboureau, mais il y avait du Larsen. J'ai dû recouper le son. Est-ce que vous nous entendez, M. Chaboureau, si vous voulez activer votre son pour poser votre question? Ah, non. Ah oui, il y a un problème. Voilà, je coupe votre son, M. Chaboureau, je suis désolée.
Merci de la poser dans le chat, on la relaiera. Je vous propose de poursuivre parce que l'heure file et puis on reprendra le collègue pour reprendre sa question. Merci beaucoup. Alors, sur nos missions, elles répondent à 3 objectifs. Le premier, d'offrir des services applicatifs qui soient performants et sûrs aux agents comme aux usagers, puisque c'est quand même notre cœur de métier. Il y a pour répondre à cet objectif, eh bien, au sein du SSI, il y a des travaux de conception, développement qui sont réalisés, tests, exploitation et assistance. C'est partagé à la fois entre les services en centrale, au sein de la DPN et au sein des ESI. Sur l'objectif d'offrir un environnement de travail à l'état de l'art aux agents, eh bien, pour que les agents réalisent leur mission dans de bonnes conditions et avec efficience, il est nécessaire de leur offrir des outils qui favorisent ces conditions de travail et donc qu'ils aient tous un poste de travail qui fonctionne correctement, que les applications soient disponibles quand dans les CIP, par exemple, les collègues doivent répondre aux usagers ou prendre un rendez-vous, par exemple, il faut que APRDP soit disponible et permettre de donner un rendez-vous à l'usager. On a également la téléphonie et la smartphonie pour certains collègues. Tout ce qui est impression également, ça fait partie on va dire également, il y a un volet budgétaire sur tout ce qui est impression. Les agents ont à disposition des imprimantes, mais qui sont maintenant reliées en réseau. Enfin, on a quand même pas mal évolué également sur ce sujet. Et alors des outils qui sont développés, la messagerie, la visio aussi avec la DINUM qui propose des outils comme ma visio. Enfin, là-dessus, il y a beaucoup d'évolutions qui sont d'ailleurs en cours en ce moment et potentiellement certains qui, avec l'intelligence artificielle, pourraient nous aider dans nos travaux quotidiens. L'assistance qui est aussi vraiment un sujet important, c'est suivi notamment au niveau de l'enquête informatique annuelle. L'assistance, quand un collègue a un souci, il y a eu, vous l'avez sûrement tous vu, le développement du tatou qui a quand même beaucoup évolué et qui permet peut-être de limiter un peu l'agacement de certains d'entre nous. Lorsqu'une application n'est pas disponible, eh bien, on est au moins au courant via ce tatou des difficultés rencontrées. Parmi l'impression, il y a également l'impression industrielle, où là, la DGFiP se donne les moyens de ses ambitions. Et on a parlé un petit peu du fait que la DGFiP avait beaucoup de partenaires, et de l'interministériel, elle offre des outils, des services à ses partenaires, notamment avec ImprimeFiP. Et puis, on a parlé du cloud également. Il y a le RIE qui permet également l'échange de données, de permettre, ne serait-ce que, pour exemple, le réseau interministériel de l'État qui permet, dans le cadre de l'article 6 de la loi de lutte contre la fraude, par exemple, à la DGDDI ou la DGPN et d'autres services encore, d'accéder à certaines données de la DGFiP, FICOBA par exemple, parce que le cadre légal les y autorise. Et donc, voilà, il y a de l'échange de données, toujours avec le corollaire de la sécurité qui est assurée, puisque nous n'ouvrons pas nos données sans un cadre juridique bien précis et sans avoir réalisé les vérifications nécessaires que l'échange va être sécurisé. Peut-être juste pour souligner ce qu'a dit Isabelle sur l'impression industrielle, donc c'est-à-dire en fait la DGFiP a ImprimeFiP et aujourd'hui elle récupère les impressions de beaucoup de ses partenaires, enfin en tout cas d'autres ministères ou d'autres partenaires, ce qui fait qu'en fait elle concentre et qu'aujourd'hui l'impression, le nombre d'impressions augmente. Alors même que aujourd'hui, par exemple, les avis, le nombre d'avis, les avis sont en principe pas édités, mais pas imprimés. Mais le fait que la DGFiP récupère des missions, ça fait qu'aujourd'hui,
l'impression ne diminue pas, mais augmente. Oui, nous sommes prestataires pour la justice et peut-être prochainement l'éducation nationale. Donc voilà, ça nous permet, nous, de renforcer nos métiers. C'est vrai on va le voir juste après. On a parmi nos métiers, on a quand même les missions de l'éditique. Donc on a quatre centres, si je ne dis pas de bêtises, 4 ESI qui réalisent des missions d'éditique. Et donc voilà, vous voyez que les métiers sont variés parmi tous ceux qui peuvent être exercés. Développement, le cloud et l'intelligence artificielle qui sont on va dire des nouvelles technologies par rapport à ce qu'on peut connaître. Donc il y a une nécessité au sein de la DGFiP eh bien de continuer avec les forces vives qu'elle a qui connaissent nos applications, nos métiers, nos technologies, mais également il faut qu'on reste attractif pour pouvoir accueillir de nouveaux profils qui vont très certainement dans les écoles où ils sont allés, qui ont travaillé sur des technologies plus récentes et que ça puisse enrichir le SI de la DGFiP. Donc, l'assistance, j'en ai parlé, on a un travail d'assistance, que ce soit technique, à plusieurs niveaux au sein des ESI. Pour chaque application, eh bien, il y a toujours un réseau d'assistance qui est mis en œuvre de premier niveau, second niveau et ainsi de suite en fonction des applications pour permettre de répondre rapidement lorsqu'il y a un souci ou un dysfonctionnement. Les travaux d'intégration également. Et bon, je vous laisse, si vous avez des questions, parce qu'on a déjà parlé de tout le reste. La certification, alors on a des tests tous les ans pour la gestion de crise. On vérifie qu'on est en capacité, s'il y a un incident, de reprendre rapidement l'activité. On s'assure de la sécurité. L'hébergement, c'est important. Vérifier que nos locaux sont sécurisés physiquement également. Et voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions, parce que c'est vrai que l'heure tourne. Et puis bon, on va pas tous vous les détailler, surtout que vous les avez sans doute déjà un peu en tête. Mais bon, comme ça vous permet d'avoir l'ensemble des métiers. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux instances? On va tenter, oui. On va voir s'il y a une ou deux questions. On va vous laisser poursuivre après, parce que là on risque d'être rattrapé par le timing. Alors, M. Chaboureau, est-ce que... Dites-moi. On va essayer de reprendre les collègues tout à l'heure qu'on n'a pas eu à cause de soucis techniques. Ah non, ça marche toujours pas, ça grésille. Voilà. On a demandé s'il y avait d'autres questions. Merci à vous de vous manifester, donc en sollicitant l'icône main pour qu'on puisse vous donner la parole. Pour l'instant, non. Écoutez, je vous propose de poursuivre et puis on fera notre temps de questions-réponses un peu plus tard. Merci. Alors, sur les instances, donc pour vous donner un peu le cadre, parce que vous soyez en centrale ou en ESI, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin de comprendre le calendrier qu'il y a derrière l'ensemble de l'organisation de l'activité. Donc, comme on vous l'a dit, la gouvernance, elle est essentiellement annuelle. Enfin, en tout cas, elle a commencé par être annuelle depuis très longtemps. Ça veut dire que dès le mois de juillet, c'était le cas l'année dernière, mais c'est le cas depuis plusieurs années. Avant, c'était plus tardif, mais le fait est qu'il a été demandé d'avancer le calendrier et depuis, on l'a laissé avancer. Donc, on a le lancement de la campagne qui s'effectue à l'appui d'une note qui est publiée au mois de juillet, qui lance en gros le recensement des expressions de besoins qui vont donner lieu à des chiffrages pour pouvoir ensuite préparer la campagne de l'année suivante, donc 3 juillet 2025 pour bien évidemment janvier 2026. Juste, c'est vrai que on n'a pas pensé à le noter. RCO, recensement des chantiers opérationnels, et précédemment, PA, plan annuel d'activité, c'est le recensement de tous les travaux qui vont être prévus en N+1. Voilà, donc PA égale avant et RCO égale maintenant. Ensuite, suite à
au lancement par cette note. Donc, les bureaux de centrale vont aller voir leur MOA, qui vont aller voir leur métier, etc. En tout cas, on va s'interroger sur ce qui serait nécessaire, indispensable, incontournable de faire sur l'année d'après. Et puis, une fois donc il va y avoir des chiffrages, et ensuite, on aura la tenue de COPSI RCO. Donc, comme vous le voyez, ça s'étend sur 1 mois et demi environ. Ce COPSI RCO, ça permet c'est présidé par le chef de service, de dire est-ce que par rapport à l'enveloppe qui est allouée, on a bien pas plus que ce qu'on veut faire. Bon, bien évidemment, il y a une marge d'erreur, etc. On va vous passer la tambouille interne, mais en gros, l'objectif, c'est de savoir si financièrement, on a les moyens de faire ce qu'on a envie de faire sur l'année d'après. Donc ça, voilà, parce que le plan, il est annuel, parce que évidemment, on a l'année budgétaire qui est, enfin, voilà, le budget est annuel, et puis parce que en parallèle, vous avez des demandes législatives qui arrivent aussi à ce moment-là. Donc, tout ça converge et fait que c'est sur cette période-là qu'on va préparer le RCO de l'année suivante. Et puis, depuis quelques années, on a mis en place une gouvernance pluriannuelle, c'est-à-dire les instances stratégiques. Donc, les instances stratégiques, en principe, si tout fonctionne comme on le souhaite, mais parfois, ça peut être un petit peu difficile à organiser. L'idée, c'est de dire, moi, je tiens mon instance pluriannuelle. Moi, je vais dire ce que j'envisage de faire sur les 5 prochaines années. J'envisage de faire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'instance stratégique, on dit qu'on va faire une application qui va tout révolutionner qu'on va vraiment la faire, mais en tout cas, c'est une déclaration d'intention, en quelque sorte, le fait de donner une direction sur ce qu'on va faire sur les 5 prochaines années. Et si tout est bien fait, l'instance stratégique a lieu avant le COPSI RCO, et ça permet de lisser l'activité, parce que souvent, on veut tout faire tout de suite, mais c'est difficile de faire, comme on dit, rentrer le pied dans la chaussure. Donc, ça permet de faire le tri entre ce qui est absolument indispensable pour fonctionner l'année d'après et ce qui pourra être fait un petit peu plus tard. Voilà. Donc, ces instances, elles se sont tenues. Alors, on a un peu mauvais, je crois qu'il reste celle pour le SI, mais sinon, pour tous les bureaux, enfin, pour tous les services métiers, ça s'est tenu. Donc, on a respecté par instance stratégique le découpage COPSI RCO, peu ou prou. Et puis, ça a permis de savoir ce qui était prévu, ce qu'il y avait dans les cartons, ce qui était urgent, ce qui pouvait attendre un peu, et donc porter une vision pluriannuelle qui sera une vision pluriannuelle. Donc tout ça, ça a été organisé au sein du SDNUM. Après, on vous précise que bien évidemment, avant d'aller voir, parce que ces instances pluriannuelles avaient lieu devant le DGA, avant d'aller voir le directeur général adjoint, bien évidemment, il y a eu des préparations au niveau des sous-directeurs ou des chefs de bureau. Voilà. Et donc, une fois qu'on a tenu ces instances stratégiques et ce COPSI RCO, on se retrouve logiquement en COSTRAT, en comité stratégique du SI. Comité stratégique du SI qui permet de valider ce qui a été proposé en COPSI RCO, donc qui est piloté et présidé par la directrice générale, et je crois que le DGA est présent aussi. L'idée, évidemment, c'est de boucler au maximum, mais c'est aussi de dire ce sur quoi on n'a pas réussi à faire entrer. Est-ce que toi, DG, vous pourriez éventuellement faire avancer ce projet en trouvant des financements ailleurs, ou peut-être en arbitrant entre plusieurs projets qui, eux, ne peuvent pas rentrer tous sur l'année. Donc, voilà, comité stratégique, parce que instance décisionnaire. Bon, le COPSI RCO, en principe, prépare vraiment le COSTRAT, mais c'est vraiment dans le COSTRAT SI qu'il y aura ces décisions. Bon, après, un jour, on vous en touche un mot juste comme ça. À côté du COSTRAT SI, on a aussi le COSTRAT SI métier. COSTRAT SI métier qui, lui, comme son nom ne l'indique pas, c'est le métier du SI, en fait. Donc, le métier du SI qui va lui aussi s'interroger sur toutes les problématiques d'infrastructure, de sécurité, etc. Donc, qui fait partie d'un élément à part, un petit peu côté infrastructure, sécurité, etc. Juste une petite précision sur les COPSI RCO. En fait, donc il y en a 20. Par exemple, il va y avoir le COPSI SJCF où ils seront présentées toutes les applications qui ont attrait au contrôle fiscal. Et en fait, chaque COPSI a un périmètre d'application. C'est vraiment ce fonctionnement. Il y en a un pour tout ce qui est transverse, pour GF1. Voilà, c'est un découpage qui est fait en fonction des applications qui sont gérées. Donc, on vous a mis là les prochaines instances qui vont se tenir en 2026, juste pour que vous ayez une idée et que vous sachiez que le COSTRAT SI, il y en a un qui est très important, c'est
celui qui va avoir lieu là très très prochainement, mais qu'en fait des co-stratégies, on en a d'autres. On en a d'autres au fur et à mesure de l'année. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a décidé à un moment donné de faire quelque chose que la vie ne va pas nous forcer à changer nos sujets, à nous les réorienter. Et donc du coup, on va avoir sur ces enfin, en gros, on va avoir différents jalons au fur et à mesure de l'année et vont s'intercaler également les instances stratégiques qui, cette année, ont eu lieu quasiment au moment des COP-CIRCO, mais qu'on souhaite avancer et qui donc auront lieu en juin-juillet. En parallèle, un document que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir, parce qu'il va bientôt sortir, en tout cas on l'espère, c'est les principaux chantiers fonctionnels informatiques de 2026. Donc là, ça permet surtout aux utilisateurs d'avoir une idée de ce qui va arriver et quand ça va arriver. Est-ce que c'est au premier trimestre, au deuxième ou au troisième? C'est concrètement qu'est-ce qui va changer pour moi, utilisateur, dans mon application. Donc ça, c'est rangé par application et ça permet d'avoir de la visibilité pour des utilisateurs qui, eux, ne sont pas dans les instances COPSI ou COSTRAT et ne savent pas ce qui est retenu. Et puis parce que ça peut paraître un peu... Bon, évidemment, il y a des notes qui sortent, mais c'est toujours bien de pouvoir anticiper, de savoir que tel menu, il va peut-être être fondu dans un autre, disparaître, enfin, je parle d'ergonomie, ou alors une fonctionnalité dont on a extrêmement besoin parce que la réglementation a changé, de savoir quand est-ce que l'évolution va arriver. Et puis, on n'attend pas la fin du déroulé des chantiers pour lancer une nouvelle campagne. Donc, comme on vous l'indiquait, dès juillet, on va lancer la campagne RCO 2027. Co-stratégie et co-stratégie budgétaire. Et si, en fait, on oriente essentiellement sur les métiers budgétaires, c'est parce qu'on va faire un point en juin pour voir l'état de la consommation, pour faire un lien avec l'actualité. Là, pour l'instant, tout ce qui est évolution fonctionnelle est bloqué parce que tant qu'on n'a pas de budget, on ne peut pas faire évoluer les applications. Ça ne veut pas dire que les services SI ne travaillent pas, mais ça veut dire qu'il est bloqué pour engager des crédits auprès de prestataires qui pourraient, et des recrutements d'ailleurs aussi, sauf ceux qui étaient décidés au préalable. Voilà, donc ça c'est pour que vous ayez une idée et puis aussi que vous puissiez rattacher à ce qui se passe au niveau de la vie parlementaire. Rapidement, alors comme vous le savez, les projets ils n'ont pas tous la même taille, c'est pas qu'ils sont pas intéressants, en gros, qu'il y en ait des moins intéressants que d'autres, mais en termes de projets, on en a qui sont plus coûteux que d'autres parce qu'ils sont d'envergure différente. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets qui sont d'un coût complet supérieur ou égal à 9 millions vont faire l'objet d'un suivi particulier, parce que 9 millions d'euros, on commence déjà à atteindre un certain niveau et que donc du coup la DINUM va se pencher dessus. Alors la DINUM elle se penche pas que sur les projets de la DGFiP, elle se penche sur tous les projets informatiques qui dépassent 9 millions. Voilà, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la MCGSI qui va suivre ces grands projets, mais en fait ils vont donc suivre bien évidemment les projets DINUM, mais tous ceux qui sont supérieurs à 1 million et ou 1000 jours hommes. Donc ça veut dire que en fait, la MCGSI, la DGFiP par le biais de la MCGSI va plus loin que la DINUM qui parle que des projets à 9 millions, mais qui descend le seuil à 1 million. Bon, il peut aussi y avoir des projets qui sont interministériels, par exemple, donc qui ont un enjeu différent, mais qui dépassent la DGFiP, qui ne dépassent pas ces montants-là, mais qui, du coup, comme ils vont être interministériels, vont concerner d'autres personnes et donc feront aussi l'objet d'un suivi particulier. Et donc, pour tous ces projets, et les projets financés par des fonds extérieurs, bien évidemment, parce que quand on a des mécènes, évidemment, il faut leur rendre compte. Donc, le fait d'être grand projet ou pas, ça fait l'objet d'une décision qui est remise en COSTRAT, donc ça fait partie des documentations du COSTRAT. Et puis, donc nous, au niveau du DSNUM, on va encore au-delà, parce que initialement, le nombre de grands projets a été cloisonné était limité par service, c'est-à-dire que en fonction du service, vous aviez droit à 3-4 grands projets. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais en tout cas, on a mis en place un projet en visibilité, ce qui veut dire que tous les mois, en principe, le directeur de projet fait un retour dans une application qui s'appelle OOPS. Alors, ne pas confondre avec oops.gouv.fr. OOPS, c'est un outil de pilotage. Donc, je ne sais plus à quoi sert le S, mais des systèmes d'information, ça va être. En tout cas, c'est un outil, c'est OU, on devrait mettre le U en minuscule.
c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est un outil qui permet de suivre ces grands projets, d'inclure la Mareva, donc qui est une étude interministérielle, enfin, voilà, tout un tas d'éléments qui vont permettre de suivre le projet, et une météo, donc ça veut dire que tous les mois, le directeur de projet doit venir incrémenter cette météo et dire si son projet dérape, si ce projet a réussi à mettre en production exactement ce qu'il devait faire au bon moment, s'il y a des bugs, voilà, et c'est assorti d'un petit dessin, donc il y a le commentaire et puis la météo, est-ce qu'on est sur de la pluie, voilà. Pilotage stratégique, merci Isabelle. Donc outil unifié de pilotage stratégique, ce qui justifie donc que le U soit majuscule pour le U de unifié. Voilà. Et sur la slide d'après, on a mis un petit exemple de la météo. Voilà, à quoi ça ressemble, oups. Il est sur le cloud d'ailleurs, oups. Il doit passer, hein. Il devait passer, je ne sais pas s'il y est. Mais... Il est sur Nubo. Il est sur Nubo, voilà. Voilà sur ce sujet-là. On avance, donc comme j'ai compris que les questions, on verra après, on avance sur la communication. Alors la communication, ça fait partie des prérogatives du DSNUM aussi. On a parlé déjà de pas mal de sujets, donc on va y aller relativement vite. Mais bon, il n'y a pas que le DSNUM qui fait de la communication. Donc 4 axes de communication interne, on en parlait tout à l'heure, le suivi de projet. Hein, Oups. Donc, oups, il faut savoir que c'est accessible à la DG ou au DGA, hein, donc c'est pas non plus. Enfin, je pense pas qu'ils y passent beaucoup de temps, mais on leur sort des extractions, ça c'est sûr, et ils peuvent avoir accès et aller voir les projets qui les intéressent. On a aussi la communication pédagogique. Donc, au DSNUM, on a mis en place tout un tas de fiches bonnes pratiques, notamment on a mis en place, mais on n'est pas les seuls, bien évidemment, à faire de la communication pédagogique. Hein. J'ai parlé de la DTNUM et de son académie du numérique, bien évidemment, académie, qui dit académie dit formation, mais également tout ce qui est documentation. La communication sur les incidents ou les interruptions de service, alors là, qui sont plutôt diligentés par SI2 en charge de la production et SI3 sur la sécurité, puisque si c'est une faille de sécurité, c'est plutôt SI3 qui va communiquer. Si c'est un incident de production classique, je veux dire un truc qui s'est débranché, un composant qui ne fonctionne plus, là ce sera plutôt du ressort de la production. Et la communication stratégique, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc je veux dire tout ce qui est ce qui gravite autour du SDNU. Les chantiers informatiques fonctionnels, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce que le service d'information fait pour moi, agent. L'utilisation donc du chantier informatique, les principaux chantiers informatiques fonctionnels, qui est très attendu par le réseau, donc que l'on a récupéré au niveau du SDNUM. L'enquête de satisfaction, on va en parler un peu plus tard, et puis tout ce qui est documentation de la DTNUM, qui elle aussi est une mine d'informations pour les personnes qui préparent un concours, mais également pour se former tout au long de sa vie d'analyste PSE, etc. Ou même agent, parce que tout le monde au sein du SI n'est pas forcément un informaticien, mais peut avoir des questionnements sur la matière sur laquelle il travaille. Donc, je vous le disais, hein, renforcer ce qui a été demandé particulièrement, c'est la communication sur les incidents et les interruptions de service. Rien de plus désagréable pour un agent que d'être bloqué dans son travail, de ne pas pouvoir redémarrer. Alors évidemment, ça signifie que lorsqu'il y a une mise en production qui nécessite une interruption de service, le moins possible, bien évidemment, et forcément, il va falloir communiquer sur la date de mise en prod, sur la durée de l'indisponibilité, mais aussi lorsque vous avez une application qui ne fonctionne plus pour une raison de bug, et où là, forcément, vous allez être bloqué. Donc là, l'utilisateur a besoin de savoir ce qui se passe, pourquoi, sans aller dans des détails techniques, mais au moins savoir quand est-ce que le service sera rétabli. Ce qui est plus difficile que quand c'est une mise en production, puisque quand c'est une mise en production, c'est prévu et on a pu estimer à peu près le temps de l'indisponibilité. À noter quelque chose qui a été mis en place il y a à peu près 1 an, qui est dans le cadre de mon assistance, la météo des applications. Donc en fait, d'un seul coup d'œil, vous voyez si les applications auxquelles vous êtes habilité fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Ça vous évite d'aller vous échiner à essayer de vous connecter si ce n'est pas possible.
Et puis, on en parlait tout à l'heure, hein, le SDNUM, schéma directeur du numérique, qui permet à chacun de se projeter, de savoir de quoi on parle, dans quelle démarche on est, quelles orientations on prend. Le schéma directeur du numérique, on ne l'a pas écrit là, mais c'est quelque chose qui a démarré en septembre 2024 au niveau de la rédaction, etc. Ça, c'est écrit jusqu'à la parution en juillet 2025. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que outre le gros document d'une centaine de pages, on a également des essentiels qui ont été effectués pour 3 publics, les agents de la DGFiP de façon globale, les agents du numérique, pour qui l'essentiel est un petit peu différent. Je ne crois pas qu'il y ait plus de pages, mais un petit peu différent. Voilà, merci Isabelle. Et puis un essentiel aussi pour les partenaires qui, eux, ont besoin aussi, pour qui c'est important de savoir ça. Alors, pour les usagers, pour les professionnels, les particuliers, on ne l'a pas fait, c'était un sujet, mais ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Néanmoins, le SDNUM est en ligne, donc pas sûr que tous les usagers aillent lire l'ensemble, mais en tout cas, c'est à disposition sur économie.gouv.fr. Un petit point sur le SDNUM, sur le document particulier. Il faut savoir que ça n'a pas été fait uniquement en chambre au niveau du SDNUM, mais que pour ça ont été conçus, élaborés des groupes de travail qui ont porté sur 14 thématiques, peut-être même 15 d'ailleurs, je crois. Enfin, on va dire 14, c'est déjà pas mal. La partie 3 dont on parlait tout à l'heure, qui reprend les axes du COM et qui donne les grandes directions. Partie 2 qui parle, elle, des projets informatiques. Et donc, oui, les partenaires, quand je dis partenaires, c'est des partenaires interministériels, hein, pas les partenaires privés. Voilà, il y a eu aussi un benchmark qui a été fait au niveau international. Et puis, bien évidemment, un éditorial signé de la directrice générale. Donc tout ça, ça a pris quand même pas mal de temps, mais aujourd'hui, il y a une mise à jour qui est en cours. L'idée, c'est qu'elle soit en place en mars 2026. Pourquoi ? Parce que juillet, c'est un petit peu tardif. Donc voilà, mais après, ça ne sera pas une mise à jour tous les 6 mois parce que déjà, c'est un travail assez conséquent, mais en plus parce que ça ne se justifie pas. Ce qui est tous les 6 mois, c'est les chantiers fonctionnels, la communication sur les chantiers fonctionnels. Les chantiers fonctionnels, mais qui sont notamment discutés ou en tout cas présentés lors des COPSI RCO, lors de l'instance, les bureaux métiers et les services du SSI présentent la feuille de route pour l'année suivante. Eh bien, c'est le moment d'évoquer les chantiers fonctionnels. Et il y a un besoin de recensement de ces chantiers, déjà pour savoir ce qui est prévu, voir comment ça va évoluer et communiquer auprès des agents. Donc là, lors des derniers COPSI RCO qui ont eu lieu en fin d'année, il y a eu une campagne de recensement, alors qui se poursuit, elle n'est pas encore totalement finalisée. On a déjà eu pas mal de retours au sein du DSNUM. L'équipe est en train de concaténer tout ça pour préparer justement la mise à jour qui devrait être publiée, alors si tout va bien normalement, au premier trimestre 2026. Et ce document normalement est actualisé. Il y a on va dire une grosse mise à jour en début d'année et au mois de juin environ, il y a une mise à jour qui va être publiée et qui sera diffusée sur Ulysse pour que tous les agents de la DGFiP voient comment évoluent les chantiers informatiques qui sont en lien avec tous les métiers de la DGFiP, évidemment. Alors, l'actualisation, en général, ça porte sur le planning, hein, parce qu'il peut y avoir eu quelques petits dérapages sur les développements. Et donc, du coup, plutôt que d'avoir au T2, ça sera plutôt au T3 ou au T4. Il peut y avoir de nouveaux chantiers. Ou de nouveaux chantiers commandés par la législation. Effectivement, c'est le moment de tenir au courant de l'évolution du calendrier. Juste, je précise sur le 2024 et 2025, vous avez les liens pour aller consulter les documents. Voilà. Et le mois de juin est un mois bien rempli, puisque c'est également le moment de réaliser l'enquête annuelle informatique. Comme vous pouvez le constater, ça s'améliore d'année en année, donc c'est plutôt positif. Cette enquête, c'est l'occasion d'interroger tous les collègues sur les usages qu'ils font de l'informatique.
s'assurer que ça répond bien à leurs besoins. Et les résultats sont étudiés, notamment pour la feuille de route de l'année suivante, puisque les applications, il y a une partie de verbatim, de littéral qui est rédigée par les agents de la DGFiP, et ça nous permet, au sein des services informatiques, de regarder ce qui est demandé par les collègues pour voir si l'année suivante, on ne pourrait pas mettre en œuvre telle ou telle évolution ou développer une nouvelle fonctionnalité pour répondre aux besoins des agents qui sont partagés lors de l'enquête annuelle informatique. Alors, nous n'avons pas encore les dates de celle de 2026, mais qui devraient très certainement être dans le même calendrier, plus ou moins. Voilà, donc il faut savoir que cette enquête, elle est souvent, elle est très attendue par les utilisateurs. C'est aussi le moment de faire des propositions souvent sur l'application, alors qui sont retenues pas, enfin voilà. Donc on a les chiffres et puis derrière il y a énormément de commentaires qui sont analysés pour pouvoir voir si on peut en faire quelque chose qui n'empêche pas le dispositif IDGFiP qui est plus large, qui ne concerne pas uniquement l'informatique. Mais voilà, et puis effectivement en 2025, enfin sur l'enquête de 2025, on a eu les résultats étaient un peu meilleurs, et ce qui fait que ça réjouit un peu ici. Et effectivement, on fait une corrélation avec la disponibilité sur ce sujet-là parce que en 2025, les objectifs de disponibilité ont été tenus en zone usagée et en zone agent, je crois aussi. Et l'enquête de satisfaction, c'est uniquement vis-à-vis des agents, mais on voit bien qu'une application solide et disponible, ça a un vrai impact sur le ressenti et les notations qu'il peut y avoir dans l'enquête de satisfaction informatique. Nous, on en a fini sur la présentation, donc juste à temps. On vous a juste mis derrière un petit peu de documentation, donc le bilan du COM 2020-2022 qui commence à dater un peu, mais qui permet peut-être de faire le lien, puisque là, on avait un contrat d'objectifs et de moyens, ce qui n'est plus un contrat maintenant. Évidemment, le COM actuel jusqu'à 2027, le schéma directeur du numérique et puis l'intranet du SSI qui constitue une mine d'information qui est en cours de réécriture aussi au niveau du site. Et puis un glossaire, donc sans doute savez-vous ce qu'il y a dedans, mais peut-être qu'il y a certains termes que vous allez découvrir ou en tout cas recentrer en termes de définition. Voilà, on rend la parole à l'ANFIP et puis si vous avez des questions, bien évidemment, on est là pour y répondre. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vois ce glossaire qui pourra utilement servir aussi aux préparants pour préparer l'épreuve technique. Donc, c'est une très bonne entrée en matière pour les révisions de l'épreuve orale. Est-ce que vous avez des questions côté préparants à nous poser? On va ouvrir des micros. On va relayer certaines questions si les personnes ne prennent pas la main, il y a une difficulté. J'attends. Monsieur Bidot, est-ce que vous pouvez donc relayer votre question à l'oral? Oui, vous m'entendez? Oui. Donc c'est une question, c'est comment le Fonds pour la transformation de l'action publique FTAP de 2017, il impacte les projets de la DGFiP et aussi les liens entre les services ici de la DGFiP et la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, s'il vous plaît. Alors, sur le FTAP, il n'y a plus d'argent. Enfin, a priori, ça, c'est fini. C'est d'ailleurs un sujet parce qu'en termes de budget, la DGFiP tapait déjà pas mal dedans. Mais voilà, au niveau du FTAP, là, il y a peut-être encore quelques reliquats sur d'anciens projets, mais a priori, il n'y a plus de fonds qui sont donnés par là et c'est un vrai sujet, donc il faut aller chercher l'argent ailleurs, parfois au niveau européen et souvent au niveau directement de la direction du budget. Isabelle? Pour la DITP, on n'a pas forcément de relation. Plus avec la DINUM. Oui, c'est plus avec la DINUM. Il y a eu pendant un certain temps,
Je sais que quand j'étais à la DTNUM au pôle données CITP, bon, il y avait par exemple le suivi la mise en œuvre du dites-le nous une fois. Donc là, il y avait quelques relations, mais c'est plutôt à haut niveau où il y a un suivi. Il n'y a pas des relations qui peuvent être aussi, on va dire, opérationnelles que ça ne l'est avec la DINUM, par exemple. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas à vous manifester. Une personne qui souhaite peut-être que vous reprécisiez la signification du sigle COSTRAT, s'il vous plaît. Pardon. C'est le comité stratégique du système d'information. C'est l'instance au cours de laquelle, alors on vous l'a montré, il y en a 3 par an. COSTRAT SI, le comité stratégique qui est présidé par la directrice générale. Le directeur général adjoint est également présent et c'est le moment où le chef de service SI présente tous les travaux qui ont été menés avec les autres chefs de service métiers, avec la DPN, tous les partenaires. Il y a également la DTNUM. On a vraiment toute la haute hiérarchie qui participe à cette instance et notamment le responsable du DSNUM qui anime et pilote les COPSI RCO. Donc, pour caricaturer, le COSTRAT-SI de janvier, c'est l'occasion de présenter à la directrice générale tous les chantiers qui sont prévus. Donc là, par exemple, le 5 février, on présentera les chantiers qui sont prévus pour 2026. Dans certains cas, on lui demandera d'arbitrer sur la poursuite ou le commencement de certains projets. En juin, c'est le moment de faire un bilan à mi-année sur l'évolution, comment les chantiers qui étaient prévus ont évolué, ont avancé ou pas d'ailleurs. Et au mois d'octobre, c'est l'occasion de faire un quasi-bilan, puisque, comme je vous l'ai dit, en janvier, c'est plutôt la feuille de route. Donc, en octobre, comme on est quasiment à la fin de l'année budgétaire, on fait plutôt le bilan, l'état des travaux réalisés et le point sur les ressources, que ce soit budgétaires et également dans les jours hommes qui sont suivis dans l'application CORE. Ça nous permet de quantifier également les ressources humaines nécessaires pour la mise en œuvre des travaux. Merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question sur le chat. Est-ce que vous pourriez préciser un projet informatique de moyen terme et un autre de long terme à la DGFiP, si vous avez des idées d'exemples? Alors, ça dépend ce qu'on entend moyen ou long terme. Et puis, ça dépend si on a de la dérive ou si on n'en a pas. Je dirais MedocDB, peut-être pour... souvent, on a vraiment... Souvent, c'est du long terme. Hein. Par exemple, la MedocDB, on pourrait parler de long terme. Pas parce qu'il se passe rien. Puis là aussi, hein, parce que clairement, on en a encore pour quelques temps. Peut-être préciser pour nos candidats externes ce que sont ces 2 projets en termes de périmètre métier. D'accord, donc MedocDB, on est sur du fiscal. Et puis là, c'est l'ensemble du contrôle fiscal. Enfin, c'est l'écosystème du contrôle fiscal. Après, à plus moyen terme, en principe, alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a quelques projets à long terme qui sont en train d'arriver, qui sont passés en moyen terme aujourd'hui. Je pense notamment à Paysage, qui à l'origine était censé être un projet moyen terme, mais qui est devenu du long terme et qui maintenant pourrait repasser sur du moyen terme. En tout cas, si on considère le début du projet, hein, si on considère aujourd'hui le projet, il arrive sur du moyen terme. Après, peut-être pas mal d'applications informatiques de la RH, parce que la RH, c'est plus du moyen terme. On ne peut pas parler vraiment de court terme parce que c'est rarement moins d'1 an, mais les projets comme oui, je dirais même ouvrage peut-être, on pourrait dire ça, ou on peut considérer que c'est du moyen terme. C'est parce que souvent, il y a des projets qui sont dits sur étagère, qui existent. Enfin, en tout cas, la RH a tendance à utiliser des projets qui
faut raccorder à la DGFiP, mais qui existe déjà sur étagère, ce qui fait gagner en gros, enfin, qui fait gagner un peu de temps, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail parce que le raccordement d'applications issues du privé qui sont connectées au système d'information de la DGFiP, c'est pas rien pour autant, mais ça va quand même souvent un petit peu plus vite que quand on démarre de la feuille blanche. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de clôturer la séquence de cet après-midi. Je précise juste à l'ensemble des candidats que la conférence de cet après-midi, comme les autres conférences de ce matin, seront mises à votre disposition donc en replay sur la plateforme de l'IGPTE. Vous recevrez un mail qui vous précisera vraiment la session pour télécharger vos ressources. Donc, rassurez-vous. Soyez patients. Côté LFIP, nous avons un petit temps de montage des ressources audio et vidéo, mais ça sera mis à votre disposition très, très rapidement, probablement d'ici la fin de semaine prochaine pour les podcasts. Et les PPT seront mis à votre disposition dès lundi prochain. Je ne sais pas, Claire, est-ce que tu as un message, un mot de la fin pour nos candidats? Juste bon courage, sans doute. Ouais, Bon courage pour les derniers kilomètres. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin des questions qui viennent après, n'hésitez pas à les faire passer par l'ENFIP. On tâchera d'y répondre autant que possible. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux pour votre intervention qui était très très complète sur le rôle du SSI. C'était, je pense, très intéressant, notamment pour nos candidats externes à la DGFiP. Donc un grand merci. Et puis bonne chance à tous les candidats donc pour vos euros pour lieu dans un petit peu moins d'un mois. Et puis peut-être à bientôt dans les services informatiques de la DGFiP